Donc je suis né à Molenbeek, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je suis né à Anvers. Commence pas à bluffer, hein. C'est très bien pour moi, quand vous voulez. Super. David Iquitaille, vous êtes 3 fois champion du monde de poker. Triple Crown, EPT, WPT, WSOP, plusieurs fois. Davidi, c'est le génie, hein. Il a cette capacité de décoder les gens avec une précision au laser. Il a tellement une vision différente du jeu en fait que c'est sa force. Il a ce côté mystérieux qui m'intriguait. Le côté poker me faisait très peur, pour être honnête. He's a terrific player and he's always a gentleman at the table. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses assez irréelles, quoi, entre ces hero calls. When you are winning like Davide for 15, 20 years, that's something really strong. I try to copy him. Quelle serait la définition du grand joueur de poker? La régularité. Il y a une régularité dans la victoire qui est impressionnante. Je ne sais pas comment fonctionne son cerveau, mais on peut dire que c'est très particulier. Bah, c'est clairement une légende. Salut! Je suis né le 28 septembre 1979, comme on dit en Belgique, 79 à Anvers. On a été éduqués, moi et mon frère, plus par ma maman, qui nous donnait beaucoup d'amour. C'était très intense parce qu'elle travaillait beaucoup et en même temps, elle s'occupait beaucoup de la famille. Donc c'était assez intense d'avoir 2 garçons. C'était pas toujours facile, mais elle nous donnait beaucoup d'amour et une très bonne éducation, des bonnes valeurs qui viennent vraiment de cette famille, la famille Kawa. C'est le deuxième, donc le premier c'est Michael et le deuxième c'est Davidi. Et on s'est arrêté là malheureusement. J'aurais bien aimé avoir encore 2, 3 enfants, comme je suis d'une grande famille. On est à 6 frères et sœurs. Et c'est merveilleux, c'était merveilleux, mais bon. Quand il est né, il était gentil, il pleurait pas trop. Non, un bébé, quoi, un beau bébé, gros, qui avait presque 4 kilos. Et en grandissant, il avait déjà le même style de caractère, très combatif, très indépendant. On a vécu quelque chose comme 1 an à Anvers, et puis on est parti aux États-Unis, à Los Angeles et au Colorado une partie du temps, à Denver. Mon père jouait beaucoup au poker avant de partir aux États-Unis. Il avait gagné pas mal d'argent dans le casino de Knock. Il avait aussi gagné dans des parties privées de backgammon. C'était un très bon joueur de backgammon. Et donc, avec sa bankroll, il a décidé de tenter le rêve américain. Et voilà, le but, c'était d'aller faire des voyages à Las Vegas de temps en temps et aussi de lancer des petites affaires. Je pense que c'était une bonne aventure et des bons souvenirs pour nous, enfants. Bon, mon frère, qui a 2 ans de plus, a plus de souvenirs que moi. Donc Dave, on a même pas 2 ans d'écart, donc on a toujours été très très proches. Et Dave, petit, il a d'abord été petit. Il était physiquement très petit jusqu'à l'âge de 15, 16 ans, 17 ans. Et moi, c'était l'inverse. J'étais plutôt grand. Et je me suis arrêté de pousser à 17 ans et lui, il a poussé énormément, il est devenu plus grand que moi. Donc il était petit et très compétitif en règle générale. Et donc justement, c'était peut-être aussi lié notamment à sa taille. Donc il a toujours voulu se battre, montrer qu'il était capable d'être le meilleur dans tout ce qu'il faisait, notamment dans le football. Et donc on se battait beaucoup, on rigolait beaucoup. On a toujours eu beaucoup de complicité depuis qu'on est tout petit, quoi. Notre histoire un peu, c'est que mon père, il a gagné pas mal au poker et ils ont tenté le rêve américain, quoi. Mais à cette époque, les francs belges par rapport au dollar américain, c'est comme s'il avait direct reperdu la moitié. C'était pas un bon choix parce que là-bas, tout coûte 2 fois plus cher. Puis sur place, ça s'est pas passé comme prévu. Moi-même, je sais pas exact quoi. Il a plein d'anecdotes lui-même, quoi. Ouais, lui-même. Mais donc, on est revenu broke.
À l'époque, dans les années 80, le jeu c'était différent. Dans le sens que tu jouais pas en ligne, c'était plus des parties privées, un peu la sale image du poker de l'époque où tu jouais dans des caves, dans des trucs. Et surtout, tu devais te faire inviter dans les parties. Et c'était ça le problème qu'il avait, c'est qu'une fois qu'un joueur gagne régulièrement, il arrêtait de se faire inviter, il n'avait plus accès à des parties. Ça a créé des problèmes, ça lui a même coûté un divorce, quoi. Ils ont divorcé, mes parents, quand on était jeunes. Et c'était un peu lié au jeu. J'ai joué au poker depuis que je suis plus jeune. Partout, on a joué au poker, mais pas au casino, il n'y avait pas. Et qu'un enfant, il voit, il y a quelqu'un qui il joue et tout ça, des jeux, alors ça l'attire automatiquement. Aux États-Unis. Oui. David et moi, on était tout petits. On est parti vivre pendant 3 ans aux États-Unis. Oui. Et là, tu jouais au poker. Tu allais à Vegas. Et le week-end, j'ai conduit 14 heures je me souviens, moi. de Denver, Colorado, dans les montagnes, tout seul, jusqu'à Vegas. Et comme j'aimais tellement de dormir à Vegas, je ne voulais pas dormir dans un motel dans les chemins. Et quand j'ai arrivé à Vegas, David, il était curieux comme tout. On a dormi à cet hôtel-là, comment ça s'appelle? Oui, il était, à l'époque, c'était pour les enfants, Circus. Ouais, ça existe toujours. Ça existe toujours. Circus. Et de temps en temps, il venait, si moi je jouais de temps en temps au jackpot, il venait pour que je laissais. On courait dans les couloirs et on jouait au jackpot. Les gens disent qu'on a gagné un jackpot. C'était interdit. C'était interdit pour les enfants. Mais il tirait et il partait à côté. On a gagné quelques fois, je crois. Quelques millions, pas grand-chose. Quelque chose, oui. Et ouais, le premier voyage à Vegas, je suis sûr qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui peut expliquer avec ça que je suis tellement à l'aise quand je vais à Las Vegas, que je me sens comme à la maison. Dave, c'est quoi un pari à la con que tu as pu faire? 5 km. Ouais, j'ai fait un cycle pari contre Sylvain Lousli, à Barcelone. Bon, on faisait des paris à la base parce qu'il y a des moustiques partout, donc on disait, on pariait sur le fait de pouvoir tuer un moustique. Et donc j'ai parié d'abord que j'arrivais à tuer le moustique les yeux bandés. On a vu que c'était faisable, même les yeux bandés. Alors je dis maintenant je te parie 500 € que Manu B, il n'arrive pas à tuer un moustique les yeux non bandés. Alors lui il me dit waouh, ok, je prends le pari. Et puis je dis voilà Manu B, à toi. Il me dit non, je suis bouddhiste, je tue pas les insectes. Je savais que c'était le pari le plus facile, ouais, j'étais le seul à le savoir. Il râlait comme un malade. Très bon. Très bon. Easy money. Comme l'expérience des États-Unis a été un peu douloureuse d'un point de vue financier, mes parents décident de s'installer à Molenbeek. À ce moment-là, on va dire qu'il faut faire un peu attention, mais on ne le ressent pas du tout parce qu'on a une enfance très heureuse, on a une grande famille. Et donc je me fais, personnellement, je reçois beaucoup d'argent de poche de ma grand-mère, de mes oncles. Et ma mère est très généreuse aussi, elle travaille beaucoup. Et de 5 à 10 ans, j'étais un enfant assez turbulent. Apparemment, on me le rappelle. Il a eu beaucoup d'accidents, il a été plusieurs fois à l'hôpital. Il est tombé d'un arbre et c'était très, très grave parce qu'on avait peur que sa rate aurait pu éclater. J'ai eu d'autres accidents, je suis tombé d'une table, j'avais une espèce de plâtre sur le visage. Il a pris la voiture quand il n'avait pas encore le droit de conduire. Il a eu dans le tunnel à Bruxelles. En pleine nuit, on nous a téléphoné, on l'a opéré de la jambe, on lui a mis des vis. Bon, il devait avoir 17 ans. Le chien du voisin arrive, David et moi on court,
Moi, j'arrive à m'échapper, mais Davidi pas. Et le chien commence à bouffer Davidi. Et Davidi a encore un petit, vous pourrez regarder, une légère cicatrice sur la jambe. Et un trauma. Donc, et un traumatisme, évidemment. Et même encore maintenant, il a peur de chien. J'ai eu une succession d'accidents très violents. C'était une phase turbulence. Après, je me suis bien calmé apparemment, mais pendant cette phase-là, j'étais pas spécialement facile. Ici, c'est Molenbeek, c'est une commune de Bruxelles, ça fait partie de la ville de Bruxelles. Bon, en France, Molenbeek, c'est surtout lié aux attentats du 13 novembre 2015, parce que c'était le QG des djihadistes, mais pour toi, ça a une toute autre signification. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est surtout mon enfance, quoi. Donc j'ai des très bons souvenirs. C'est une commune de Bruxelles, ça fait partie des 17 communes de Bruxelles. Après, voilà, il y a eu des mauvaises réputations, et tout le monde retient que ça, bien sûr. Mais c'est pas que ça, Molenbeek. Il y a aussi beaucoup de points positifs dans cette commune. Donc moi, j'habitais au 157, boulevard Edmond Martens, c'est ici au 3e étage. Je suis plus revenu ici depuis plus de 20 ans. Ah oui? Ouais. Donc là, tu redécouvres le 157 pour la première fois depuis 20 ans. Plus de 20 ans, ça fait un peu bizarre. Je te laisse toucher, traverser, c'est bon. Ouais, donc j'habitais ici au 3e étage. C'est plus mon nom maintenant. Mais c'était là et voilà, je sonnais chez les potes pour aller jouer au foot. Ouais, on s'amusait d'ailleurs à monter par les briques quand on était petits, à escalader ces briques. C'était un des petits jeux qu'on faisait. Donc j'habitais ici au 3e. Et ici, on se faisait des foot avec les potes. C'est toi qui tondais alors à l'époque? Ils n'ont pas tendu depuis longtemps. À l'époque, c'était bien tendu. Et tous les voisins, ils regardaient les matchs, les vieux. Mais non. Et après, ils disaient des commentaires dans les ascenseurs. Tu dois travailler ton pied gauche. C'était peut-être les premières cotes paris sportifs à l'époque. L'équipe de Davidi contre l'équipe de Michael, ton frère. Et à partir de 6 ans, ce qui m'intéressait le plus, c'était le foot. Mes parents m'ont inscrit au club à côté de chez moi, qui est le RWDM, qui était un gros club de division 1. Mais j'étais assez bon assez vite et j'avais un petit côté technique, milieu de terrain, qui fonctionnait assez bien. Donc ça me faisait kiffer et mon père m'encourageait beaucoup avec le foot. Il venait voir à chaque match. À un moment au football, bon, tout le père, il voit le fils qui joue, qui est le meilleur joueur. Alors, mais il avait quand même quelques saisons qu'il était très très beau. Mais qui voyait quand il est très très beau? Il n'y a que moi. Et de temps en temps, bon, il y avait... Au début, je m'entraînais 2 fois par semaine, après 3 fois par semaine, mais même les jours où je ne m'entraînais pas, j'allais jouer avec des potes. Je jouais dans les cours de récréation, je jouais vraiment souvent au foot et c'était la seule chose qui me faisait vraiment kiffer. Il aurait pu avoir 42 fièvres. Il jouait RWDM, il jouait au football, c'était un bon joueur. Il faisait ça avec passion, mais bon, il est dans son monde. Hein. Vous pouvez lui parler à côté, il ne sait pas, il ne vous calcule pas, il ne sait pas qui lui parle de ce qu'on lui parle. Voilà. C'est sûr que c'est un peu comme avec le poker, c'était une passion. Et quand j'ai une passion, je m'y mets à fond. J'avais envie toujours de jouer. C'est quand on a envie de quelque chose, eh ben, on est fort dans ce qu'on fait. Là, c'est un chemin que tu empruntais tout le temps. Exactement, ouais. 3 fois par semaine, c'était le chemin. Donc, c'est pour aller aux entraînements de foot. J'avais mon sac de foot et je prenais ce chemin, c'est à 10 minutes de la maison. Sur le chemin, j'avais un réflexe qui était que je prenais un caillou et je m'entraînais à faire un passement de jambes. C'était un move qui n'existait pas à l'époque. C'était Ronaldo qui l'avait fait. Okay. Je l'avais vu à la télé et je voulais m'entraîner à bien le faire. Donc, je prenais le caillou et tout le chemin, je faisais un passement de jambe un côté, puis l'autre côté. Et je faisais comme ça tout le chemin, ce qui me faisait un peu ralentir. Ça m'a permis de maîtriser ce move. Ouais. On va voir le match pour la montée du RWDM, donc le club de Molenbeek, contre Beveren, qui est 2e. Et donc c'est le match décisif pour monter en division 1. Et c'est assez historique parce que quand j'étais jeune, ils étaient en division 1. C'était les 2 clubs bruxellois avec Anderlecht à être en première division. Et dans les années 70, c'était même le club qui gagnait tout le temps. C'était le meilleur club belge.
Et puis, ils ont eu des problèmes financiers, ils sont tombés très bas, et donc ils étaient dans des divisions lointaines. Et là, c'est l'espoir, enfin, je crois que c'est 20 ans plus tard, qu'ils reviennent en première division. Ce serait historique. Davidi, je peux faire une photo avec toi? Ah, bien sûr. T'es un loup. Incroyable, merci beaucoup. J'ai plus été dans ce stade depuis genre 25 ans. Ouais, ça va être des bons souvenirs. Maintenant, j'ai envie qu'il gagne. Ah, c'est stressant. All-in air de les deux. Regarde, c'est avec des cartes. C'est le poker. Waouh. C'est incroyable. Spécial dédicace. Dédicace à Davidi. Il y avait Dame Huître. Hazard, il a fait un beau truc avant de lui faire la passe pas. C'est un peu eux qui sont à la maison hein, pour l'instant. Hein. Un peu inquiétant ce début de match. Je pense qu'ils ont une bonne attaque, la défense ça doit être solide. Molenbeek. C'est lui que je connais, son père, il était comme lui. À mi-temps, 0-0. Bon. C'est cool ça. C'est cool. Quoi? T'es un fan? Ah, un grand fan. Ouais. Moi, j'ai grandi là toute ma jeunesse. C'était. Tu sais pas où je peux trouver une écharpe, un truc? Ils vendent pas ça nulle part, je trouve pas. Je sais pas où tu peux trouver ça. Ah, ok. C'est qui le monsieur? C'est Davidi. Allez, bon match, Davidi. Salut. Molenbeek. J'ai peur, ils sont grands. C'est stylé. Oui, super. Ils sont méchants. Il y a la guerre entre les deux. Allez, Kiki. Oh! Deux matchs pour la montée. Allez, il reste 2 rangs, descend. Allez là, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais on peut pas faire la fête encore. Je reviendrai dans 2 semaines faire la fête. Mon frère, donc, il avait 2 ans de plus que moi, donc lui, il avait plus de poids sur ses épaules par rapport aux études et tout. Il devait vraiment réussir, on l'embêtait un peu plus. Et du coup, comme il réussissait très bien, moi, il y avait une pression qui descendait par rapport à moi, on me laissait un peu plus tranquille. Mais ensemble, on devait s'occuper parce qu'on pouvait vite s'ennuyer, on était souvent à la maison. Et donc, on inventait plein de jeux. On jouait au football dans le couloir, et le couloir avait une forme de T. Donc on éteignait la lumière lorsqu'il y avait un penalty. Et au moment où finalement on voulait que le joueur puisse tirer le penalty, donc le gardien qui était à côté de la lumière allumait la lumière, allait courir pour essayer d'arrêter le penalty. Quand on prenait le bain ensemble, on avait le jeu de mettre la tête sous l'eau le plus longtemps possible. Mais parfois ça foutait les boules parce qu'on restait longtemps. Des tables de ping-pong avec une toute petite table en bois. On jouait en guise de filet des cassettes de Sega. Et puis on avait le jeu du calcul mental où on le faisait en chanson. Et c'était 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8, 8 plus 16, 32. Et donc on arrivait à quelques dizaines de milliers. Tous les jours, on essayait de battre le record de la veille. Tellement on avait cette complicité, on avait besoin de se dire, voilà,
Qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, un jour, quelqu'un devait se faire kidnapper? Pour être sûr que ce soit la bonne personne qui parle, on avait mis en place un mot de passe. Et donc tous les jours, on rajoutait une syllabe pour avoir le mot de passe le plus précis. Et finalement, on est arrivé à un mot qui, 40 ans plus tard, on le connaît encore par cœur, lui et moi, qui est Dokarabi Detassa, Laravata Morschenbluk, Aribeti la Corina Vashtingaz. Et c'est un mot qu'on se souviendra forcément toute notre vie, quoi. T'es là dans combien de temps? 8 minutes, ok. Ok, attends. Il a beaucoup bu hier soir. Ah ouais? Beaucoup. Ça va? Il était pas... Ouais. Attends, c'est horrible de faire ça le lendemain d'une cuite en fait. Ça allait. Hein? T'as pas vomi Non, j'ai bien géré, j'ai pas fait trop de mélange. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. À l'école, j'étais très proche de Lionel, et puis il est parti au bout d'un certain âge, et c'était Nati qui est devenu mon meilleur ami tout le temps du lycée. Mais par contre, vers 10 ans, j'ai rejoint un mouvement de jeunesse, une forme de scoutisme. Et là-bas, j'ai découvert tous mes amis qui sont encore mes amis actuellement. C'est vers l'âge de 9-10 ans que j'ai découvert toute cette petite bande qui est ma bande d'amis qui est restée. Avec eux, on a partagé beaucoup de choses. Tous les samedis, on se voyait dans le cadre du mouvement pour des activités, pour plein de jeux qu'on pouvait faire ensemble. Et puis, on se voyait en vacances. On partait dans des camps en été pendant 3 semaines et plusieurs fois pendant l'année, pendant 4-5 jours, pendant des vacances. On s'est très vite bien entendu et c'est encore aujourd'hui mes meilleurs potes. Ouais. Là, tu fais très Stallone. Ouais, c'est vrai. C'est moi au milieu et Tracy, ma sœur. Bon, Dave, moi ça a toujours été un peu comme mon grand frère, c'est-à-dire que depuis toute petite, il nous faisait des activités, lui et son frère, il nous faisait des activités à ma cousine, ma sœur et moi. Et moi j'ai toujours aussi cette image de Davidi quand on lui demandait quand il était petite qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il nous disait toujours moi je veux gagner de l'argent. On ne savait pas comment, on ne savait pas pourquoi, mais il voulait gagner de l'argent. Et c'est vrai que j'ai commencé à bien m'entendre avec ses potes, parce qu'à la base ici ce sont ses potes que je me suis un peu approprié. Et puis j'étais un des leurs, quoi. J'étais le mec. Donc voilà, je me suis toujours sentie très bien intégrée et c'est devenu mes meilleurs potes, quoi. Et là, c'est un S de Superman qui n'est pas le S officiel. Non. Ouais, c'est un truc de contrefaçon que Chantal a dû acheter en Pologne. C'est Lionel devant, Nati derrière moi. Puis il y a Rudy derrière temps. Et on a créé un groupe qui s'appelait Les Trios Super. Pourtant on est 5, je sais. Ça commence bien. Avec mes potes, on faisait plein de spectacles, on filmait avec les caméras. À l'époque, c'était des grosses caméras comme ça. C'était la période un peu des inconnus. On était fans énormément des inconnus. On essayait de faire des vidéos du même genre. Ouais. Je suis pas spécialement fier quand je revois les images, mais on s'est fait les To Be Free. Donc chacun avait un personnage. Moi, je pense que j'étais Franck, je mettais une perruque et on avait repris les danses de To Be Free. Monte pas ça, hein, Harper. Mais j'hallucine. C'est qu'il a toujours été drôle aussi dans sa manière de se montrer. Tu vois, c'était pas le premier à aller sur scène, mais quand on l'amenait à faire des sketchs en public, c'est même dans la manière de dire les choses, c'était très marrant. Il faisait toujours un truc particulier, il pouvait jamais faire comme tout le monde. Exactement. Ouais, on avait 18 ans, on est parti au ski, et à inconscience totale, on a acheté 6 alcools différents, on les a tous testés. Ouais, non, c'est surtout le groupe de filles qui étaient avec nous, qui nous ont bourré la gueule. Elles nous ont saoulés jusqu'à qu'on soit genre comme Haïti, quoi, c'était l'enfer. Et ça a fini comme ça, quoi. Et donc les débuts des parties, toi dis le tout début du poker, parce que le reste... Tu te rappelles le tout début du poker ou pas? Je pense que le problème c'était les parties avec Valentine. Non, c'est la première partie. Le tout début du poker, on avait à peu près 20 ans, là on jouait déjà beaucoup dans tous ces jeux de casino et de Luna Park. Et on croise Avenue Louise, Carmelo.
Dave et moi, c'est le frère d'une bonne copine à nous. Et on avait entendu de réputation qu'il nettoyait toutes les tables de poker. On discute un peu et il nous propose de venir à une partie de poker. Et nous, on était déjà dans le jeu, mais on ne connaissait pas le poker. On lui dit, écoute, je ne sais pas si on va un jour jouer dans le poker ou pas, mais en tout cas, on a entendu ta réputation, même pas en rêve, qu'on vient jouer avec toi. Et on lui a dit, en plus de ça, ce qui paraît, ça joue beaucoup trop gros. Nous, on avait 19 ans, on avait des petits budgets, donc on lui a dit, on n'a pas envie. Et rien après, on rencontre 2-3 personnes de sa table, mais qui en avaient marre de jouer tellement gros et qui voulaient jouer plus petit. Et il nous propose à Davidi, moi et Gère, de venir faire des parties chez eux. Et là, on va et on fait notre première partie, on arrive. Nous, on s'attend à faire un poker fermé, où on change les cartes. On ne connaissait pas le Texas, on ne connaissait même pas les règles. Ils nous disent, ah, vous en faites pas, on va vous apprendre. Ils nous apprennent le Texas, le Omaha. Et sur l'espace de 1 an, on a dû faire peut-être 9 ou 10 parties avec eux, pas plus. C'était genre 1 par mois. Mais ça nous plaisait. Et ça a vraiment été, je pense, le démarrage de Davidi dans le poker à fond. Le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs de balade. Pas encore. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? T'as vu les fleurs, elles sont belles? Regarde bébé, tu vas faire le bisou? Ça va? Ça va? Salut! Ça va? Et dans la famille, il y a le côté de ma mère qui est la famille Kawa, qui est une famille avec beaucoup de valeurs, qui sont arrivés très jeunes en Belgique, qui sont partis du bottom et qui ont bien réussi dans la vie. C'est des vrais bosseurs. Et donc pour eux, le jeu, c'est un hobby, mais ça ne peut pas être un métier. Et puis il y a du côté de mon père où génétiquement, je me suis très vite senti proche, qui est un peu plus l'esprit de kiffer aussi et de se faire plaisir, de faire quelque chose qu'on aime. Et pour me construire, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces deux philosophies, ces deux héritages différents en moi. On a une grande famille avec beaucoup d'enfants, il a beaucoup de cousins, ils sont comme frères et sœurs. Vraiment, c'est mes parents qui ont fait une famille merveilleuse, très unie, avec plein d'amour. Et voilà, et mes enfants, je suis fière d'eux, je suis fière de mes 2 enfants. Ça, c'est une photo de mon frère et moi. Ça, c'est moi avec mon grand-père qui est décédé quand j'avais 5 ans. Après, là, il y a aussi une photo de moi. Le truc, c'est que Dave, il a connu les 2 époques du poker. Le poker où ça flambait complètement en 2008. Il y avait le louche et toute l'équipe de Winamax. C'était un autre délire. C'était à celui qui faisait le plus péter. Aujourd'hui, le poker, maintenant tout le monde est dans les cost-cutting, faire attention au budget parce que tout est rentabilisé, etc. Et le seul qui a gardé justement cet esprit en mode généreux, on donne à tout le monde, etc., c'est Davidi. Ouais, donc ma famille dit que je suis généreux, mais finalement c'est eux qui m'ont appris la générosité. Chez nous, dans la famille, tu rentres chez quelqu'un, le frigo est toujours plein, c'est un peu la valeur de base qui vient de ma grand-mère, qui est un peu due à son histoire sans doute. Mais il y a toujours un accueil très chaleureux, une grande générosité que j'ai appris de cette famille-là. Et puis mon père a toujours été aussi un peu large avec ça. Et voilà, c'est moi-même dans mes questionnements de jeunesse, j'étais là, l'argent c'est du papier, il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Voilà, la vie est courte, j'ai pas envie de mourir avec beaucoup d'argent spécialement. Donc il faut profiter tant qu'on est jeune. Bien sûr, ça a toujours été en fonction de ma bankroll. Davidi, une petite histoire mignonne, c'est que Davidi, quand il a gagné son premier tournoi, je crois que c'était à Berlin. Ouais, c'est ça? C'est pas le premier, non? Ah oui, le premier gros tournoi, enfin le premier gros montant ça qui nous a apporté d'argent. Donc quand il a gagné son premier grand tournoi à Berlin, il est revenu à Bruxelles et il nous a dit, après un Shabbat, on était tous là, tous les présents, il nous a dit, venez chez moi, et ne prenez pas pour moi, donc on a tous été chez lui. Et il y avait genre 18 iPads rempilés sur la table, il nous a offert un iPad à chacun. Et il nous a promis que dès qu'il gagne le main event, c'est
une voiture à chacun. Donc on attend. La voiture, il y a moyen en part ça, mais pas une Ferrari, pas une Tesla. Ils vont une petite voiture, ouais. Il y a moyen, ouais, si je gagne le main event, c'est de bonne guerre. Je serais très content d'offrir une voiture à tous mes cousins et cousines, ouais, bien sûr. Je voudrais me présenter parce que moi j'ai pris tout le monde jouait des poker. Mémé, c'est mon héros, comme c'est le héros de tous les cousins et cousines de la famille. Ouais, c'est la femme la plus courageuse du monde. Elle avait 15 ans quand elle a connu la guerre. Elle a perdu ses 7 frères et sœurs pendant la guerre. Elle s'en est sortie. Elle a épousé mon grand-père qui, lui, a fait les camps d'Auschwitz, mais qui malheureusement est décédé quand j'avais 4-5 ans. Elle avait comme but de reconstruire une famille qu'elle a perdue. Donc elle a fait 6 enfants, donc 4 garçons, 2 filles, dont ma maman, qui eux-mêmes ont fait une vingtaine de cousins, cousines, et nous-mêmes, maintenant, on est en train de construire la génération d'après, où elle a 10 arrière-petits-enfants. Tout part du pilier, je lui dois tout, je lui dois la vie et je lui dois tout. Et voilà, c'est une femme très courageuse, très intelligente, qui a une mémoire incroyable, qui a aujourd'hui 99 ans. Elle nous a apporté beaucoup d'amour. Quand on était petits, souvent, on partait chez elle. On passait énormément de bon temps avec tous mes cousins et cousines, avec qui je suis ultra proche. Et ce qu'elle a créé, c'est tous les vendredis, le dîner de Shabbat, qu'on appelait le dîner kawatik, chez ma grand-mère. Et c'est devenu vraiment une tradition. On se retrouve pour rigoler en famille, pour parler et pour bien manger. Les 2 grands, c'était Michael et Davidi. Et tous les cousins étaient tous petits. Et Michael et Davidi, le vendredi quand on allait manger, ils s'arrangeaient toujours pour que tous les enfants montent dans la chambre à coucher de mes parents. Et là, Michael et Davidi, ils chotaient tout le monde. Ouais. Et ma mère, elle attrapait des crises de nerfs. Ah oui. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. Le lustre, c'était ce lustre-là. Ouais. Il allait comme ça. Et ma mère, elle jurait en yiddish et en polonais. Elle montait, elle vous engueulait comme c'est pas permis. Et vous disiez oui, vous calmiez. Ouais. Et puis elle redescendait. Et c'était lui, il prenait à mort. Ah, lui, Ilan, je me souviens de toutes mes forces de temps en temps, je le frappais. Mais il s'en foutait complètement, il avait pas mal. Mais c'était mignon. Les gens croient que je suis violent. Je ne suis pas du tout violent. Je ne frappais pas. Mick, on l'attrapait. Victor a raconté. Non, on ne frappait pas, honnêtement. À l'école, j'étais pas terrible comme élève dans le sens que je travaillais pas assez. J'étais souvent dans la lune, comme me disaient mes professeurs. Je savais pas trop rester assis longtemps. Il a eu une espèce de dérogation. Les instituteurs savaient qu'on pouvait le laisser partir. Donc, il se levait, il faisait le tour de la classe et il venait se rasseoir à sa place. Je demandais d'aller aux toilettes une fois par cours. J'avais du mal à rester assis aussi longtemps. Mais j'avais très peu de matières qui me plaisaient vraiment. J'aimais bien les maths, justement. J'avais un chouette prof de maths. Et l'économie. J'avais mes premiers cours d'économie qui me plaisaient. Et c'est un peu ça qui m'a orienté vers les études que j'ai choisies par la suite. Études universitaires qu'il a, on peut dire, brillamment réussi sans rien faire. C'est-à-dire que Davidi terminait toujours avec, comme on appelle en Belgique, une deuxième session, donc des examens de passage en quelque sorte en septembre, presque complets. Il partait malgré tout en vacances et lorsqu'il revenait, il repassait les 10 examens qu'il avait mal passés la première fois, qu'il réussissait à chaque fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il devait passer un examen, il savait exactement ce qu'il devait étudier pour avoir tip-top. Alors là, il fallait qu'il fasse 12 sur 20. Là, s'il faisait 6 sur 20, c'était bon. Il avait exactement tout ce qu'il avait prédit. Ça se réalisait. Même moi, de temps en temps, je lui disais « Combien tu crois que je vais avoir ?» Il me dit « Explique-moi ton examen ». Je lui expliquais mon examen. Il me donnait le chiffre exact. Je veux dire, c'était fou. À un moment, j'étais persuadée d'avoir réussi. Il me dit « Désolé, tu as raté ». Et j'avais raté. Enfin, c'était quelque chose de fou. Donc, je savais, en ce sens-là, qu'il allait cartonner. C'était une évidence. Ouais, quand j'ai terminé les études, j'étais vraiment en questionnement. Ça me déprimait, l'idée de travailler des 8 heures par jour, tous les jours. Et bien sûr, j'avais de la pression de ma famille. Il faut que tu trouves un métier, il faut que tu travailles et tout ça. Donc, je faisais un peu semblant de postuler. Je postulais. En même temps, je me souviens que j'ai eu un oral dans une banque. J'arrive au dernier step de l'oral et ils me disent « Qu'est-ce que vous pensez de l'administratif ?»
Et je leur réponds à moi, l'administratif, je peux pas, je déteste, je suis le pire là-dedans. Alors elle me répond, bon, je vous préviens, nous on est une banque administrative, donc... Et en fait, je faisais exprès quelque part de boycotter mes interviews parce que ça me déprimait trop de travailler. Et j'étais une période un peu de doute où je me cherchais beaucoup. Mes potes qui avaient un peu le même problème que moi, on a décidé ensemble, on voulait partir aux États-Unis pour apprendre l'anglais. On était là, on tient une bonne excuse à nos parents d'expliquer qu'on ne parle pas bien anglais, que ça nous met des freins pour trouver un travail et qu'il faut qu'on parte aux États-Unis. Et tous les trois, on convainc nos parents. Et ma mère accepte. On part 4 mois à Los Angeles pour apprendre l'anglais. Et à ce moment-là, aux États-Unis, ça tombe, c'est 2003. Donc c'est la phase Chris Moneymaker, le gros boom du poker. Il y a du poker à la télé. World Poker Tour, je voyais Doyle Bronson, Phil Ivey, ça me faisait rêver. Tout le monde parle de poker partout. On avait 3 lits dans une mini-chambre qui faisait même pas la taille de salon. Et eux deux jouaient au poker non-stop en ligne. Mais c'était la première fois que vous jouiez en ligne. Hein. Et ils perdaient tout le temps. Mais moi, j'étais limite un peu inquiet. Parce que tu avais le côté accro. Et je vous voyais, vous n'arrêtez pas de râler, de taper sur l'ordi. En plus, c'était mon vieil ordi et tout. Régler des comptes, tout ça. Je ne pouvais jamais l'utiliser, cet ordi. Et donc, ils passaient leur nuit à jouer. Et à un moment, Dame m'avait dit un truc qui m'avait marqué parce qu'il n'arrêtait pas de perdre. Même à Bruxelles, je me souviens que tu perdais beaucoup à l'époque. Il m'a dit, je te jure, je sais que je suis bien meilleur que tout le monde. Mais il m'a pas dit ça de façon prétentieuse, quoi. Il m'a dit, je sais que je suis, mais genre, à 10 niveaux au-dessus de tout le monde, mais il y a un moment donné, il va y avoir un déblocage. Pour le moment, ça se vérifie pas dans les faits, mais je suis convaincu que je vais vraiment... À mon avis, c'est à LA que je me dis ça. Ouais. Je sais que c'est à LA que j'ai eu le déblocage. Comme mon père était pro, je savais qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça, que c'était un jeu de skill. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au poker. Je me souviens que la première fois qu'on est arrivé à Vegas, la première table que j'ai jouée, on est rentré dans un casino, le premier casino possible. On a dit, vous avez du poker? On avait, en fait, avec du recul, c'était le Flamingo, qui est le plus ancien casino du strip. Et ils nous ont dit, oui, on a une table de stud. Ouais, je connaissais pas le stud. Ouais. Je dis, ok, j'avais trop envie de jouer, donc je me suis assis à une table de stud. Mais après ça, j'ai commencé à jouer au Mirage. Au Mirage, c'était la plus grande poker room de Vegas à l'époque. La première partie de poker a eu lieu ici. Ça fait quelque chose, je voulais vous montrer cette énorme poker room, mais ouais, effectivement, elle n'existe plus. Je me souviens avoir gagné 100 $ pour la première partie que j'ai pu jouer. C'était quoi ta première partie alors? En fait, c'était 1-2 limite. À l'époque, c'était la grande mode du limit hold'em et je jouais que contre des femmes retraitées. Et très vite, j'ai senti de l'edge. Et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai compris que le poker, c'est un jeu d'edge et c'est ça qui m'a attiré. Elle payait et à la river, elle passait tout le temps, donc j'étais déjà très agressif à l'époque. Agressif en limite. Agressif en limite, ouais, t'avais un pot énorme, tu mettais le petit dernier 2 $ et elle foldait. Et je me suis dit, c'est magnifique. En fait, j'ai vraiment pris goût au bluff ce jour-là. J'ai vu, c'est magnifique parce que pour 2 €, j'ai volé 20 €. Et voilà, c'est vraiment là que petit à petit, l'attachement à Vegas est arrivé. C'est que je me suis senti bien dès la première fois, dès ma première apparition. Mais donc, quand on est rentré de nouveau, j'ai reçu la pression. Voilà, maintenant, tu as appris l'anglais. Ma mère me disait, il faut maintenant que tu trouves un travail. J'avais pas envie et j'étais pas bien. Et de nouveau avec mes potes qui étaient un peu dans le même problème que moi, on a dit, et si on lançait pas un business? Ça nous permettrait de travailler à notre propre compte et de garder cette liberté qu'on avait. Donc il a créé avec des amis Machou. Machou qui en hébreu veut dire quelque chose en quelque sorte. Parce qu'ils se sont associés à 3. Ils avaient fait un système de Amazon. C'était les premiers comme ça. L'idée n'était pas une, c'était les prémices d'Amazon, sauf qu'ils avaient 3 objets. Il y avait 2 vestes en cuir, il y avait 25 DVD, il y avait 30 CD. Moi j'allais de temps en temps dans la boutique aussi, ils avaient une trottinette électrique qui était leur produit phare. Et c'était un peu un concept nouveau, sauf qu'on avait déjà comme problème qu'à l'époque les jeunes, ils n'avaient pas accès à des cartes de crédit en Belgique, donc ils devaient chaque fois demander les cartes à leurs parents, pourtant c'était la cible. Et puis, on n'était pas gros bosseurs, surtout moi, je dois l'avouer. Donc voilà, c'était la phase où j'ai commencé à jouer online.
Ouais, ceci et ce business, c'était juste pour justifier auprès de tout le monde que tu avais un boulot. Et toi, tu étais bien content d'avoir ce boulot parce que derrière ton PC, officiellement, tu travailles, mais non, tu étais en train de jouer. C'était ça, c'était juste ça. C'était pour marquer ton image. Pas faux. C'est pas faux. Il maintient encore aujourd'hui que Machou était avant-gardiste sur Amazon. Chaque fois, il me dit, mais tu sais qu'Amazon, en vrai, l'idée, c'est moi qui l'ai eu. Machou, etc. Je veux dire. Voilà, c'était la phase où je n'osais pas dire à mes parents pour le poker, où moi-même, je ne savais pas trop. Je ne pensais pas à ce moment-là en faire un travail non plus. Mais j'étais là pour l'instant, je ne vois pas d'autre moyen de gagner de l'argent. Au départ, moi, je ne savais pas. Je savais qu'il aimait bien le poker. Je savais qu'il jouait parce qu'il jouait avec pas mal d'amis en commun et notamment des très bons amis à moi. Donc je savais qu'il jouait au poker, mais de manière absolument amateur. Donc lui ne m'avait pas dit que c'était qu'il jouait plus que ça. Même mon père, j'avais pas trop envie de le dire parce que même si lui-même était joueur, il n'avait pas envie que moi je sois joueur parce que mon père voulait vraiment que j'aie un travail plus traditionnel. Et ma mère, par rapport à sa famille, c'était inenvisageable même que je lui en parle et qu'elle accepte que je me lance comme joueur de poker professionnel. Je n'étais pas d'accord à ce que David joue au poker parce que j'étais mariée avec un vrai gambler. Donc moi j'ai eu peur. Et Davidi, donc dans un premier temps, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fera Davidi? Il va avoir une famille, il peut pas. À l'époque, c'était mal vécu. Mal perçu. Son papa était un joueur de cartes. Et, À l'époque des tripots, quoi. C'était une époque où les gens qui jouent aux cartes ne travaillaient pas. Et même ceux qui jouent aux cartes, ils ne gagnaient pas de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, ils bossent beaucoup. Non, mais si on veut pas se mentir aussi, au début, Dave n'était pas spécialement hyper fier non plus. Hein. J'ai mis 2-3 ans avant de l'annoncer, avec Ilan ou les quelques cousins qui étaient au courant. Et je me rappelle, mon père pensait que c'était n'importe quoi, sa mère pensait que c'était n'importe quoi, ma grand-mère. Bah, elle assumait pas, elle disait mathématicien. Ouais. J'étais déjà dans la confidence, parce que moi je le suivais, donc je passais toutes mes soirées chez lui. Moi je dormais chez lui, je vivais chez lui, je l'avais tous les jours au téléphone, donc j'ai toujours suivi tout ce qu'il faisait, donc je le voyais en ligne. Mais je comprenais le fait qu'il le cache, parce que dans la famille, on est plutôt cartésien. Moi qui ai voulu faire la comédie, c'était pas trop accepté non plus. Il fallait que je fasse d'abord des études. Et donc Dave, on savait que ça allait être pareil. Il fallait d'abord un métier, des études, il fallait réussir dans les études. C'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. Donc c'était normal que, qu'il en parle pas trop. En 2003, quand j'ai commencé à jouer online, j'ai joué pendant 2 ans en limite Hold'em. Et là, je gagnais de manière très régulière. Je gagnais 5 000 € par mois de manière régulière. À cette époque, on ne pouvait pas trop bosser notre jeu. Il y avait très peu de livres, très peu de contenu. Et les livres, franchement, ils n'aidaient pas trop, quoi. J'avais acheté un livre Limit Hold'em for Advanced Players. Ça m'avait appris 2-3 trucs, mais c'était pas ouf. Et puis en 2005, j'ai commencé à jouer en No Limit Hold'em pendant 1 an. J'ai joué des Heads Up. Et là, c'était beaucoup plus irrégulier. J'avais des mois où je gagnais beaucoup, puis des mois où je perdais, puis je faisais un break-even d'autres mois. Et j'avais beaucoup de mal à définir combien je gagnais par mois en moyenne. Du coup, quand je gagnais beaucoup, je dépensais beaucoup. Et puis j'avais du mal à gérer mon argent. Le bankroll management était très dur en cash game. J'avais du mal à trouver la limite à laquelle je devais rester. Je me suis dit, il faut jouer agressivement, du coup, et bluffer beaucoup. Donc j'avais adopté moi-même ma propre stratégie qui était raise ou fold. Je collais jamais. Donc dès que j'avais une main, un type relançait, j'avais 8 et 9 suités, 3 bêtes. Et ici, 4 bêtes, 5 bêtes. J'étais que raise ou fold, c'était ma règle. Et puis bet. Et donc j'étais hyper agressif. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'appelle Kitbull. Les gens me traitaient de Pitbull sur le chat. Ils me disaient j'étais le joueur le plus agressif en limite. Les gens m'écrivaient Pitbull. J'ai dit tu sais quoi, je vais changer mon pseudo en Kitbull, qui taille Pitbull ensemble. Et c'est pour ça que je m'appelle Kitbull en ligne. Mais je voyais vraiment le poker comme un moyen de tremplin pour autre chose, de me faire de l'argent et tout. Mais en 2006, j'ai découvert les tournois. Et quand j'ai découvert les tournois, là, c'était autre chose. Direct, c'était une vraie passion. C'est là que j'ai eu la passion. J'ai dit, oh, là, ça, c'est fait pour moi. Le cash game, ça ne me plaisait pas à 100%. Je voyais que j'avais des facultés, mais ce n'était pas non plus toujours un kiff. C'était presque comme un travail comme un autre. Alors que les tournois, c'était vraiment, ça demandait de la créativité, ça demandait de la stratégie. Je me ressentais dans les qualités importante et en live, il y avait beaucoup de psychologie qui me plaisait,
comprendre son adversaire. Là, vraiment, j'ai compris que c'était ça que j'avais envie de faire. Et à partir du moment où c'est ça que j'avais envie de faire, j'avais plus facile à en parler autour de moi. Donc le premier tournoi que j'ai gagné, c'était à l'aviation à ce moment-là. Et donc ça commençait à se savoir, parce que quand tu joues du live, et du coup ça en parle un peu dans les magazines à l'époque surtout. Tout de suite après qu'il a gagné, je ne sais pas, son deuxième tournoi ou quelque chose comme ça, l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, où Davidi a fait des études d'économie, et ils ont fait un article magnifique sur Davidi. L'ULB, l'université. Je me suis dit, ben, le poker, c'est pas comme le poker avec mon mari qui jouait dans des tripots, qui rentrait pas la nuit. J'ai dit, c'est plus du tout la même chose. Et je me suis renseignée. J'ai vu que c'était pas comme avant. Et puis aussi, moi, je disais toujours à Davidi, si tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut le faire le mieux possible. Je vais accepter si tu le fais le mieux possible. Il a bien montré que tout ce qu'il fait, c'est parfait. Et puis quand il a vraiment commencé dans le poker, moi j'étais déjà à Paris, donc je le suivais de mon ordinateur, etc. Je stressais pour lui, je criais dès qu'il y avait une victoire, etc. Et aujourd'hui, ma mère est ma plus grande fan, ma grand-mère est une grande fan aussi, et toute la famille accepte très bien le fait que j'ai choisi cette voie. J'ai bien fait d'aller envers et contre tout le monde pour suivre mes rêves et ma passion. Donc je jouais beaucoup en ligne en 2006-2007, mais de temps en temps je me faisais un petit trip, j'allais à l'ACF, j'allais à Barcelone, j'allais à Amsterdam jouer des tournois. Et en 2007, je fais une folie par rapport au bankroll management, c'est que je décide de buy-in pour le PT Barcelone, qui était à l'époque 8 000 € de buy-in. Mais j'avais pas peur de prendre des shots de temps en temps. Je me suis dit, t'as toujours envie de jouer ce tournoi, on y va. Et il y avait un prize pool énorme et ça faisait rêver. Et j'étais chip leader après le jour 2. J'ai perdu en 10e ou 11e place. Juste avant la table finale, j'avais gagné 48 000 €, ce qui était important à ce moment-là pour ma bankroll. Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. J'étais dégoûté pendant une longue période. Parce que je me suis dit, j'ai raté le shot de ma vie, vraiment le life-changing. Et puis, en 2008, il y a un club de Belgique qui faisait un salon du poker à Jean-Blou. Et ils m'ont invité parce que je commençais déjà dans les classements belges de online. Je commençais à me faire un petit nom. Et puis j'avais fait quelques perfs en live aussi, donc ils m'ont invité un peu comme guest de l'événement. Et les autres guests, c'était des guests de Winamax, donc Michel Abécassis, Guillaume Delagorce, il y avait d'autres joueurs du team Winamax. Et donc j'ai été là-bas, j'ai bien sympathisé avec Michel, qui a été intéressé par mon profil, qui m'a dit on va en reparler. Alors Michel me propose de venir à l'EPT Monte-Carlo pour en discuter. Le problème, c'est que le PT Monte-Carlo, c'était 10 000 € de buy-in. Et les frais là-bas, c'était énorme. Donc, je ne comptais pas y aller. Il m'a dit, je suppose que tu joues le PT Monte-Carlo. Alors, j'ai dit oui, bien sûr. J'ai fait un peu style, bien sûr. Et du coup, je n'avais pas le choix que de buy-in ce tournoi et d'y aller pour pouvoir rencontrer Michel. Et c'est à ce moment-là que Winamax ont décidé de me signer. Et donc là, c'était une énorme fierté pour moi parce que je connaissais déjà bien Winamax, qui était le gros site français de Patrick Bruel. Davidi Kitaï, toujours agréable de croiser sa route, que ce soit professionnellement ou que ce soit amicalement. Et puis le voir jouer une table de poker, toujours très intéressant, auréolé de tout son parcours, de tout ce qu'il a fait. Quelle serait la définition du grand joueur de poker? La régularité. Et voilà, il a une régularité dans la victoire qui est impressionnante. Et aussi, je voyais une manière d'acceptation pour ma famille. Je me suis dit, ça va être plus facile à expliquer aux gens maintenant que j'ai un sponsor. Moi, je suis très contente que Winamax l'a engagé, ça l'a canalisé. Vraiment, j'aurais pas aimé qu'il soit un électron libre. On a changé d'avis quand il a gagné 350 000 € à Barcelone. Un peu plus quand même. On a changé d'avis. Et il leur a dit 350 000. C'est moi, je ne suis pas là. Il a pas dit. Ça a dévalué depuis là. On aurait pu me présenter, Patrick. Parce que ça, je t'en voudrais jusqu'à la fin. Tu sais qui m'a présenté? Il m'a présenté un jour à Cannes. Pas dans ce ce que tu dis. NTN. Moi, c'est SK. C'est qui NTN? Alors, on va couper ça. Ce passage. Bon, allez. À l'échelle mondiale, Davidi, c'est quelqu'un qui est hyper respecté, c'est hyper créatif. Il a aussi des lines que tu fais
qui n'existe pas trop ailleurs, quoi, parfois, quoi. C'est en plus un joueur atypique, on va dire. C'est quelqu'un qui sait s'adapter aux nouvelles générations. C'est pour ça que c'est un joueur exceptionnel. J'ai toujours été persuadé que Davidi trouverait un moyen pour jouer au poker de manière intelligente et réfléchie. Que ce serait une gestion finalement du hasard pour lui et non pas véritablement le hasard qui jouerait à sa place, quoi. Les Winamax m'ont signé, j'arrive à Vegas et le deuxième tournoi que je joue, je le gagne. Donc je gagne mon premier bracelet à ce moment-là. Et puis quelques semaines après, je fais une table finale de nouveau sur le 5K Six Max. Et puis j'arrive à Barcelone pour donc un an après. Et là, je termine à la 3e place de ce tournoi. Pour moi, c'était les surprises, une très grande surprise. Qu'un jour, je suis au casino à Bruxelles. Et je vois à la télévision Davidi et tout le monde me dit, mais il y a ton fils là-bas, table finale à Barcelone. Il me dit, moi je ne savais pas, il ne m'a rien dit. Donc j'ai eu ma revanche par rapport à l'année passée, c'était un excellent souvenir, enfin c'était des excellents souvenirs, c'était la période peut-être la plus incroyable de ma carrière, tout s'est passé très vite, en 3 mois, j'ai vraiment pu construire une bankroll. J'ai pu réaliser mon rêve qui est de gagner un bracelet et j'ai pu justifier à toute ma famille. L'acceptation a été d'un seul coup validée par tout le monde. Donc c'était une période incroyable. Today, we crown another champion. It's the final table of EPT Berlin. Isn't it going to bring him into a lot of tough spots because Chen is known to be keep firing? Only if Chen barrels again there, and that's kind of a tough spot, a tough card at least. The 9 of spades in the turn to keep barreling. It hits a lot of his range in terms of straights and making pairs of 9s. And he's never folding a jack, for example. And now it looks like he's deciding to bluff with his ace. I think this would definitely blow Chen off the 7, but he's thinking about raising, obviously. A reminder of chip denominations. Blues are 5, yellows 25, green and blacks 100,000 each. So those are raising chips. Quand j'ai commencé le poker, même le concept des ranges n'existait pas. Donc j'étais en mode, je dois deviner la main de mon adversaire. Et c'était vraiment devenu un jeu. Et je me disais, là il a As-Dame. Après au showdown, il montrait As-Valet. J'étais là, je râlais. J'étais là, il faut deviner la main précise. Maintenant on réfléchit plus en termes de range. Mais du coup, ça m'a aidé à avoir cette faculté d'avoir des lectures plus précises de mon adversaire. Et puis, petit à petit, avec l'expérience, j'ai aussi commencé à regarder les tells et les choses comme ça. Et pendant toute une période, les gens n'étaient pas capables de value très thin, ce qui a changé maintenant. Ça veut dire que... Donc, ça polarisait beaucoup les situations où soit ils ont un jeu max, soit ils bluffent. Et donc, je dois juste un peu trancher entre les deux. Et donc, je faisais déjà, avant qu'elle soit télévisée, beaucoup d'hero call en ligne. D'accord. Wow. That is the call of the day. That's just fantastic call. He must have some sick read on Andrew Chen right now. Wow. I mean, he definitely bet the river as a bluff, but once he got raised, he's thinking, wow, now my ace high is good. Et puis ça s'est passé en live et voilà, il y a eu jusqu'au coup de Chen où j'ai fait ce call, où là par contre, je battais très peu de bluffs, même ces bluffs me battaient. Donc c'est ça qui a rendu le call complètement sick. It's another king, it's over! Andrew Chen is the runner-up. He's the nearly man once again. Davide Katai is a European Poker Tour champion. He's got the World Series of Poker bracelet. He's got the WPT win. Now he's got that EPT jewel for the Triple Crown. 2012, j'ai gagné Berlin et j'ai eu à la suite de ça plusieurs années exceptionnelles, 3-4 années où j'ai fait énormément de résultats, où j'ai été pendant plusieurs années dans le top 10 du classement GPI, j'étais 2e très longtemps, et où j'étais vraiment super régulier, où j'avais un edge sur les plus gros buy-in. C'était bizarre la première fois, parce que tu rentres ici, tu entends les bruits des jetons, tu vois tout ce monde, c'est assez impressionnant, mais en même temps tu te dis ça ressemble à rien en fait. Moi la première année que je suis venu jouer c'est en 2005. Mon premier main event c'est en 2006, mais j'étais déjà venu jouer des tournois moins chers en 2005.
Et ouais, j'étais impressionné. En fait, direct, tu t'y sens bien quand tu es joueur de poker, c'est un peu la maison, quoi. Ouais, les bracelets, c'est une sensation de fou, quoi. Et quand tu as la chance d'en gagner un, c'est déjà énorme. Et puis après, tu as envie de reconnaître, de retrouver cette sensation. Et donc tous les trois ont été kiffants. Mais c'est vrai que le tout premier, c'est quelque chose de spécial. Ouais, ça te légitimise au sein de tout le milieu du poker. Et ça te donne beaucoup de confiance pour la suite de ta carrière. Donc c'était super important. En plus, j'avais des amis belges qui étaient là. Il y avait mon père qui est là, qui vient chaque année à Vegas, lui depuis 30 ans. Mais après, le deuxième était bizarrement un peu moins spécialement kiffant. Mais le troisième, ça a été aussi une sensation énorme. Le troisième, on est en quelle année là? Donc j'ai gagné mon premier en 2008, puis j'ai gagné mon deuxième bracelet en 2012, et puis j'en ai gagné un en 2014. D'atteindre la triple crown et d'avoir 3 bracelets, c'est un rêve personnel, quoi, par rapport en dehors même de l'aspect financier. Avoir ces titres, avoir ces bracelets, c'est énorme, c'est un kiff, c'est des objectifs que je m'étais fixés et je n'osais pas les fixer aussi haut. Et donc le bracelet en 2014, on a notamment ce fameux épisode qui est tellement représentatif de toi, David, c'est qu'il y a un joueur à qui tu fais un énorme hero call, et là il est persuadé que tu as vu ses cartes, et décide de se lever, de changer de place et d'aller un peu plus loin, à côté du croupier, pour, selon lui, que tu vois plus les cartes, quoi. C'est incroyable. Tu l'as vécu comment ce moment? En fait, honnêtement, ce tournoi, il était particulier dans ce sens, c'est que j'avais une telle confiance, je venais gagner le Six Mix juste avant. Le tournoi que j'avais joué avant, c'est le Six Mix. J'arrive à Las Vegas, je joue ce tournoi qui est aussi en Six Max, donc j'avais pris de la confiance en Six Max. Et quand j'arrive en table finale, j'ai tous les jetons, et pendant tout le tournoi, j'avais beaucoup de jetons, ce qui est assez rare, une situation où tu crushes tout un tournoi. Et donc j'arrivais avec une bonne confiance, et donc j'ai placé un hero call Queen High face à ce joueur qui représentait pas beaucoup de mains. Et pour moi, le call à ce moment-là était assez facile, ça se voyait trop qu'il était sur un autre tirage manqué. Et il était en tilt, effectivement, il a demandé de changer de place, il a cru que je trichais, et puis les gens lui ont dit tape son nom sur YouTube, tu verras, c'est un fou. Il fait des hero calls tout le temps. Ouais. Davidi, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses assez irréelles, quoi. Entre ces hero calls, on parle beaucoup de ces hero calls, mais c'est hero fold. C'est un type qui a foldé des mains, tu dis what? T'as foldé ça, gros? Parce que son intuition à un moment donné, les maths, ok, les maths disent faut call là. Mais là, gros, moi, les infos que j'ai et le type qui est en face de moi, je vais devoir folder une main où, pour moi, personnellement, ça va être très compliqué de la folder. Je ne suis pas dans son cerveau, mais c'est vrai que je suis... C'est pour ça, peut-être qu'on l'appelle le génie. On l'appelle le génie parce qu'il fait parfois des coups qui sortent d'une autre planète. Mais comment ça fonctionne, je ne sais pas comment fonctionne son cerveau, mais on peut dire que c'est très particulier. Tombé. Le team Winamax, ça m'a fait beaucoup évoluer depuis le début. Mon rôle a aussi évolué au sein du team. J'étais pas le même au début qu'aujourd'hui. Mais en 15 ans, j'ai vu passer beaucoup de monde. Le team a beaucoup changé. C'est d'ailleurs plus du tout le même, vu que je suis le plus ancien par rapport au premier team. Il y a eu une grosse transition au moment où Steph est arrivé dans le team, parce qu'avant ça, c'était un peu le désordre et on avait du mal à savoir où on allait, à s'organiser, à se fixer des objectifs. Ouais, ma rencontre avec Davidi, c'était quand je suis arrivé moi, au management du team en 2010. Lui, il était là depuis 2008. Dans le team, Davidi, il représente, c'est le génie, hein, c'est son surnom, voilà, le génie, parce que justement, il a cette capacité de décoder les gens, de les comprendre à un autre niveau que ce qu'on fait naturellement et habituellement, avec une précision au laser. Et c'est ça, c'est un type qui fonctionne différemment de tout le monde, j'ai envie de dire. Il a un schéma de pensée qui est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre de manière générale. En tout cas, pour moi, il est à contre-pied de la plupart des gens. Que ce soit au poker, dans sa manière d'analyser une main, les questions qu'il se pose. Donc moi, c'est ça que j'adore chez lui, c'est que je le vois comment il réfléchit de manière générale. Et en fait, je me rends compte que les premières questions qu'il se pose, ça serait jamais une question que je me poserais en premier. Mais il arrive toujours et de manière avec beaucoup de succès à des bonnes réponses.
Et Steph est venu vraiment avec une rigueur et en même temps, il nous a facilité la vie sur beaucoup de choses. Avec ce séminaire aussi chaque année où on apprenait tellement de choses. Et donc ça a été vraiment important, ça a été un peu un déclic pour beaucoup, et pour moi en l'occurrence. Donc j'ai appris aussi à le connaître, à fonctionner avec lui. Il a appris aussi à fonctionner avec moi, maintenant ça fait des années. Mais c'est vrai que voilà, effectivement, il est singulier et dans sa manière de penser, mais aussi dans sa manière de vivre. Hein. Donc bon, les horaires pour lui, c'est pas un critère très très important par exemple. J'ai une relation particulière avec Davidi parce qu'en fait, on est les deux doyens du team Winamax aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on est dans ce team ensemble et en plus de 10 ans, effectivement, on a pu vivre beaucoup d'émotions ensemble. On a partagé beaucoup de choses sur les tournois au niveau du poker. Donc voilà, c'est un petit peu les papas et mamans du team, quoi. Davidi était très bon au foot, jeune. Aujourd'hui, il est moins solide physiquement, mais on sent que c'est un vrai bon athlète, très coordonné. Après, son rapport au sport, c'est très variable parce qu'il a aussi une très très longue période de sa vie où il ne faisait plus du tout de sport. Donc chaque année, le séminaire, c'est un petit peu un challenge pour lui parce qu'il ne sait pas trop ce qui va arriver. Là, bon, ce matin, par exemple, il s'est fait mal au bout de 5 minutes. On a cru qu'il allait à l'hosto avec un claquage. Puis finalement, bon, il a repris et puis 10 minutes après, ça allait bien. Mais voilà, franchement, je pense qu'au fil du temps, il est devenu de plus en plus à l'aise avec les activités sportives. Il y avait une période où c'était compliqué. Parce qu'il a un peu de ballon, le Dav, il taquine un peu le foot et tout. Il a joué et tout, jeune. Et un jour, on décide de faire, enfin, c'est le coach, Stéphane Matteux, qui organise un petit 5-5. Et en fait, le mec, il jouait, il faisait une action, il reste 30 secondes, quoi, un aller-retour sur un petit terrain. Hein. Il levait la main, il disait... Et le mec restait ensuite 3 minutes dehors pour re-rentrer, refaire une action, et au bout d'1 minute, faire... Donc ouais, il a peut-être un peu son cardio à travailler, Dav. Et avec le team, j'ai créé des liens avec beaucoup de joueurs. Après, ça a toujours été un peu dur, parfois, des joueurs qui sont plus là, de se séparer, de se réintégrer. Mais finalement, le team évolue dans le bon sens. Aujourd'hui, je pense qu'on a le meilleur team qu'on a jamais eu. Depuis l'arrivée des joueurs étrangers, ça a pris une autre dimension. Avec des Mateos, des João Vieira, des Mustafa Kanit, Léo Marguet. C'est un peu des joueurs d'une autre sphère. Les échanges sont du coup super intéressants dans le team. David is a great teammate and we worked together for 6 years, I think, and we always have a good relationship between us, and for me that's really important. I never see him doing anything that I don't like about him, so that's strong when you share a lot of time with someone for 6-7 years. And yeah, for me, it's someone I like to see when he play poker especially, and as a person, how he treats other people and everything, and yeah, I really like him. I hope I'm not gonna cry, yeah. Yeah, you can cry, it's okay, nobody's gonna judge you, you know? No, it's okay. Whatever it feels, try to identify it honestly and try to do something about it. Okay. But when Romain see me, I was like poker face, and he moved directly. I scared him. But are they supposed to be now? They're supposed to be natural? Or? Forget about the poker face. Try to do the exercise as without thinking, and just analyze and scan your own body and see how it affects you. You want to connect and keep that emotion and that connection, and nothing else exists, you know? And you breathe deeply and you relax your own body. It is an instrument that you can handle. And as soon as you feel ready, you start to look at the people. Okay. We can see you're a very good poker player because I can tell you
many actors can do what you just done with that kind of control. So, two solutions. Whether you don't have any emotions, which I doubt, or you can handle them pretty well. Bravo. Okay. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est quelqu'un d'engagé aussi. Quand il est responsable de quelque chose, il prend le truc à cœur et il le fait bien. Là, par exemple, on va commencer dans ce séminaire, il a préparé une énorme présentation pour toute l'équipe et j'ai vu, parce que j'ai regardé le document en amont, il a fourni une masse de boulot incroyable. Donc, il le fait à sa façon. C'est pas la manière dont ferait 95% des gens. Par contre, c'est ultra qualitatif et on est vraiment dans l'excellence aussi. Ouais. The tells, it's really player dependent. So something that can work with one is not working with the others. It's really difficult, and you need sometimes also one tell doesn't gonna orientate you. It's not enough. It's a combined tells that's gonna help you to be sure about decision. The point is that at the beginning I didn't know what to watch. Yeah, you need to watch something, but you cannot watch everything of the body. So that's the main thing I'm watching, but I'm watching more than that. And since I'm learning the synergology, I'm watching way more than that. But during a long time, I was looking at the hands, the way he bet. That give a lot because they used to use different way to bet when they bluff and when they have the good hands. The eyes, the head position. The carotid breathing. So about the carotid and breathing, the carotid is related to your heart. So when the carotid is strong, it should be that your heart is strong. But every player are different about the carotid. So first you need to analyze the carotid of the player. C'est Davidi. La rencontre elle est spéciale parce que du coup c'est la première fois que je joue avec une de mes idoles du jeu. C'était aux EFOP à la CF. Après on a joué beaucoup de fois ensemble quand même à travers notre carrière. Et au fur et à mesure on a vu la relation qui évoluait, notamment quand j'ai intégré Winamax. C'est devenu un collègue, un ami cher et quelqu'un qui m'a aidé tout au long de ma carrière. We're going to talk about the smiling. Okay, smiling we're going to see more about synergologic. Mustafa, I guess it can help him better because if you talk a lot to the table, you can say a joke and you see if it's a sincere smile or a fake smile. Yeah. So that's help a lot. The sincere smile, it's we smile with the eyes. Okay, we start with the eyes, and in synergologic, I saw the sincere. I didn't know that, but I learned recently. It's also with the mouth upstairs and the eyes. That's insincere, and you cannot fake a sincere smile. So normally, when we're on the river and you tell a joke to the guy, you say something, if he make a smile, if he did a fake smile, that means he's bluffing. Davidi, c'était un des seuls joueurs francophones que je connaissais avant de rentrer un peu plus dans l'univers. Pour moi, c'était une légende. C'est call mythique sur YouTube que j'ai pu me regarder 10-15 fois quand j'avais 15 ans et je me disais, mais comment c'est possible qu'on arrive à un tel point de réflexion pour faire des calls aussi improbables, aussi deep dans les tournois. Et je pense que c'est un peu l'image qu'il a à l'international de quelqu'un qui peut vraiment sortir des normes et trouver des failles et des faiblesses chez des excellents joueurs à des moments cruciaux des plus gros tournois du monde. Donc c'est clairement une légende. Avec Dave, c'était assez particulier. On s'est rencontrés en boîte de nuit, on a échangé des regards. Il y a un mec qui vient, qui connaissait un pote à moi et qui dit à mon pote, il y a une copine à moi, elle trouve mignon ton pote. Donc moi direct, ça m'a donné beaucoup de confiance, j'ai été l'aborder, on a discuté. Il faut être honnête, Dave, c'est surtout pas un dragueur.
Il ne sait pas s'y prendre. Il était à côté de la plaque, pour être honnête, sur beaucoup de choses. Et bon, il y avait un peu trop de musique, on s'entendait pas bien. Donc on s'est dit, on s'échange les téléphones. Le problème, c'est que j'avais pas de téléphone à l'époque. Et donc j'ai mis un petit temps avant de lui envoyer un message. Elle a cru que c'était bizarre. Il m'a juste envoyé, au bout de 2 semaines quand même, un message Messenger sur Facebook. J'ai évidemment pas répondu à ce message, je me suis dit mais non, c'est pas possible. Et après j'ai envoyé un 2e message, puis on a commencé à se voir de temps en temps. Direct, il y a eu un lien très fort. C'est vrai qu'il m'a dit qu'il était jamais tombé amoureux et moi j'étais choquée à 37 ans d'être jamais tombé amoureux. Et donc c'était un peu un dilemme, mais en même temps il a ce côté mystérieux qui m'intriguait. Le côté poker me faisait très peur, pour être honnête. Mais voilà, il y avait sa personnalité, je sentais quelqu'un de sensible. Et on a commencé à voyager ensemble et on a découvert plein de choses en commun. D'ailleurs, son premier déplacement, ça faisait même pas 2 semaines qu'on était ensemble. Il avait un tournoi à Berlin. Du coup, il m'a dit, bah, écoute, débrouille-toi, viens me rejoindre. Je suis arrivée à Berlin et là, Dave, super malade, il m'accueille au bout du roule. Et il me dit, occupe-toi, moi je vais dormir. Ça c'était vendredi soir. Jusque dimanche, il était au lit. Il n'a pas bougé, il a vomi toute la nuit, il était super mal, le pauvre. Dimanche, il commence le tournoi à Berlin. Et c'est en fait le tournoi où il a fini 2e contre Duhamel. Das Board bringt Kitai keine Hilfe und damit Jonathan Duhamel den Sieg sowie sein 3. Bracelet. For sure I'm disappointed. I regret some of my moves in heads up. It was a big tournament. I caught a bubble many times, so I'm quite happy, yeah. Comme je travaillais, dès que j'avais la possibilité, j'essayais de le rejoindre pour le week-end ou des petits courts séjours. Et au final, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'effectivement, on ne se voyait pas assez souvent qu'on aurait aimé. Donc direct, après peu de temps, je l'ai convaincu de quitter son boulot et de commencer à voyager avec moi sur les tournois. Chose qu'elle a acceptée. Donc petit à petit, elle venait avec moi à les tournois. Elle avait comme rôle de m'appeler les cartes. She really is using all of her Jedi powers. Brackets has none. Allez, lasse. Allez, lasse pour le génie, juste lasse. Ace from space. Oh! It's a miracle. Être la femme de David Iquitai, c'est une fierté énorme. Le voir jouer avec autant de passion et de réussir avec autant de passion, pour moi, c'est magnifique. C'est vrai que j'ai passé des heures et des heures à le suivre debout et je vibrais derrière lui. Il me transmettait en fait sa vraie passion, son envie de gagner. Être la femme de David Iquitai, c'est une responsabilité et j'en suis fière. Lui qui disait qu'il n'était jamais tombé amoureux, en 1 mois et demi, il m'a dit « je t'aime », alors qu'il n'avait jamais dit « je t'aime » à une fille, en ses 37 ans. Comme ça, on a fait un peu le tour du monde et puis on s'est mariés. Un moment très important, très émouvant, où il y avait toute la famille, tous les amis qui étaient réunis. C'était exactement comme je l'aurais imaginé dans mes rêves, sur la plage, et c'était absolument magnifique. Et c'est vrai que me marier à l'homme de ma vie, c'était un moment que j'oublierai jamais. L'arrivée de mes enfants, ça a tout basculé, quoi. Tout prend du sens dans la vie. Une fois qu'on a des enfants, tu sais pourquoi tu as envie de faire quelque chose. Et ils m'apprennent encore plus à vivre au moment présent. J'ai fait ça. Attends, Nel, je te donne 2 secondes. Ok, c'est parti. Gagné. Ok. Gagné. Maman est où? C'est moi qui vais gagner. Gagné. Là. T'as triché. Tape là. J'en ai eu aucun. Comme d'hab, hein. Papa a perdu. Oui, il a perdu. Nous, on a gagné. Dave, c'est un papa poule. C'est vrai qu'il est très protecteur avec ses enfants, toujours là à s'en occuper. Alors bon, c'est vrai qu'il y a les voyages, donc de temps en temps, il part. Mais quand il rentre, il est toujours présent à la maison. Bon, alors il a ses horaires à lui aussi, pour être honnête. Mais quand il se réveille à 1h de l'après-midi, effectivement, il gère tout à fait les enfants, il est super proche des enfants. Et ouais, c'est toute sa vie. Et c'est un papa formidable. Davidi m'impressionne en tant que papa. À la maison, il ne faisait rien. Rien. Sa chambre, c'est moi qui le faisais, parce qu'à la fin, la femme de ménage, elle ne voulait pas. Il ne faisait rien à la maison.
Ici, c'est incroyable. Bon, je ne dis pas qu'ils rangent la maison, mais les enfants, vraiment, ils s'en occupent comme une vraie maman. Comme il les change, il leur fait à manger, il leur donne à manger, il va promener. C'est un papa et un mari formidable. Hein? C'est vraiment... Bravo, mon fils. Vraiment. C'est dormir et manger des bonbons sucrés. C'est tout? Et je joue à quoi? Et aussi au poker. Mmh. Dave, il a toujours eu pas mal de petites expressions qui le caractérisaient. Mais par exemple, salut, et qu'il fait de temps en temps, il le faisait déjà aussi avant. Salut! Non mais forcément, le dame-huître, la manière dont il parle, bé, mais ça il a toujours dit. C'est des expressions qu'il a qui le caractérisent bien. Et une manière à lui de s'exprimer finalement. Davidi, il est devenu père de deux. Franchement, ses enfants sont magnifiques, sa famille est magnifique. Je l'envie vachement pour ça et c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Il a toujours eu cette bonté naturelle qu'on retrouvait un peu, par exemple, chez Anthony Lelouch, qui est ultra touchante et ultra rare. Donc c'est vraiment pour ça que je l'admire, encore plus que pour ses qualités pokéristiques, quoi. Joyeux anniversaire! Je suis tellement heureuse pour lui, je suis heureuse non seulement pour sa carrière, moi j'étais plus inquiète en réalité pour sa vie familiale parce que je me suis dit quelle femme va accepter de le suivre en fait là-dedans. Je suis fière de lui, je suis super heureuse pour lui, je sais qu'il est heureux aujourd'hui, il a des enfants extraordinaires, une femme extraordinaire, donc voilà, non, je suis super contente et je suis fière, ouais. J'ai pas vraiment de routine aux tables de poker. J'essaye justement de me battre contre les superstitions que, par exemple, mon père peut avoir. Ouais. Mais par contre, mon père, ce qu'il m'a permis, c'est qu'il me dit tout le temps focus, focus. C'est comme au foot, il me donnait des conseils comme ça aussi. Focus, il me disait déjà quand il allait me voir au match de foot. Focus, 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 ça veut dire concentre-toi. Donc j'essaye toujours d'être concentré. Par la suite, j'ai carrément vu avec des coachs mentaux comment faire pour rester concentré. C'est vrai que j'ai toujours été tête en l'air. Pour rester concentré, il faut rester dans le moment présent, quoi. Et donc je fais tout pendant une main, à faire tout pour ne pas penser à d'autres choses. C'est une bataille entre moi et mon cerveau pour toujours rester dans le moment présent et rester concentré sur la décision à table. Donc il y a ça, et puis l'autre conseil qu'il me donnait, c'est de boire beaucoup d'eau. J'essaye de bien m'hydrater, c'est vrai que c'est important dans les tables live. Et parfois, je venais moi pour lui apporter de l'eau parce qu'il oublie parfois. Alors j'ai amené moi ou appelé Caroline. Caroline, j'ai appelé souvent. Il m'a fait une table finale. C'était la table finale à Vegas en 2016. Ils sont plus que 4 left. Et là, je reçois un appel son papa. Il m'appelle et me dit « Bon, Caro, ça va pas du tout, du tout, du tout. Davidi est en train de perdre plein de coups. Je vois qu'il a soif. Tous les adversaires, ils boivent tout le temps. Lui, il boit jamais. » Et donc, je lui dis « T'inquiète pas, il a une bouteille d'eau à côté de lui, t'inquiète pas. Non, va demander au serveur d'apporter de l'eau, s'il te plaît. » Donc, j'ai appelé le serveur et j'ai demandé d'apporter des bouteilles d'eau, juste pour que son père soit tranquille, quoi. Et ça veut dire condition du direct, ça veut dire que vous n'avez rien coupé. A priori non, après c'est un énorme souci, mais ça n'arrive jamais. On est vraiment sur une découverte aussi de ta personnalité, de ton parcours. Et si j'aime pas ma réponse, je dis pas couper, on recommence, non, j'y vais à fond. Essaye d'éviter. Si vraiment il y a un vrai souci, là, tu le connais, tu me dis, après non, ça on le fait, mais c'est très compliqué pour pas faire un vrai cut dans le fichier. Quoi. On peut y aller? Il y a là. Allez, comme on a dit.
Son rapport aux médias, Davidi, voilà, il a son approche qui reste la sienne. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu déboussolant peut-être pour les médias qui le découvrent et qui l'ont jamais vu, qui le connaissent pas. Maintenant, effectivement, moi je pense que c'est un mec qui donne une bonne image du poker. C'est une des plus grandes stars du poker, donc il y a ce côté-là. Il en parle avec énormément il est super animé d'une manière très positive. Très saine finalement du jeu et du coup je pense que c'est un très très bon ambassadeur du poker au niveau médiatique. Ouais. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir, une exclue visiteur du soir. Vous êtes belge, vous êtes connu mondialement mais peut-être pas par le grand public. Davidi Kitaï au Kit Bull. C'est ça? Exactement. Vous êtes une légende. Eh bien oui, certains ne vous connaissent pas alors que vous êtes une légende du poker. Qu'est-ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est du 50-50 ou fondamentalement vous avez plus travaillé qu'un autre pour arriver là où vous êtes? Moi je crois ce que Jacques Brel disait, c'est que le talent c'est l'envie. Et j'avais une envie supérieure aux autres, j'avais une vraie passion pour le jeu. Et du coup, je me remettais en question et voilà. Et puis j'avais d'autres qualités qui sont un peu nouvelles encore aujourd'hui, un peu sous-estimées, qui sont la psychologie au poker, l'analyse comportementale de mes adversaires. Voilà. Ouais, ça vous a plu? Franchement, un juste milieu entre équilibre. Franchement, c'était en essai entre le poker un peu grand public et Ah non, franchement. Mais c'est ce qui est intéressant, parce que moi, je vois la télévision, il y a plus de gens, et puis ils sont bien, c'est ça que. Non, mais ils ont été très bons. C'est un hasard qu'ils sont bons. Ouais. Merci, à bientôt. Salut David. Ciao, Bye bye. Merci beaucoup. Ah, c'était bien. Je te jure. Je voyais que j'étais à l'aise depuis le début. Ouais. Good job. Salut, bienvenue à Las Vegas. Venez, je vais vous faire visiter la maison qu'on a louée. Donc ici, petit salon détente, suivi de la salle à manger. C'est une petite maison qu'on loue chaque année parce qu'on a besoin de trouver les repères quand on vient. Donc il y a la petite cuisine avec la petite table de billard, suivi de l'extérieur qui est important. Ça fait beaucoup d'années que je viens à Las Vegas et en famille, c'est très important d'avoir une villa, d'avoir ses repères. Ouais, bien sûr, avoir des enfants, c'est aussi des contraintes. C'est pas toujours facile. Ouais. Donc du coup, quand on voyage en famille, parfois, ça peut m'arriver de dormir un peu moins bien, de me faire réveiller par un bébé, c'est normal. Mais quand on penche la balance, je pense que depuis qu'ils sont là, il y a plus d'apport. Du fait d'avoir vraiment une raison à tout ça, tout prend du sens et du coup, je prends des décisions meilleures depuis qu'ils sont là, serait-ce que dans le choix des tournois que je joue. Donc je joue un petit peu moins depuis qu'ils sont là, j'ai envie de partir un peu moins longtemps quand je me déplace tout seul, mais finalement c'est pas plus mal et je reste toujours ultra motivé pour mon métier, pour le poker. Regarde le panier de basket, regarde bien, tu filmes? Attention, on tombe pas dans la piscine. Demain, hein? J'ai eu la chance de partager quelques villas avec Davidi lors des WSOP. Et c'est vraiment sympa de vivre avec Dav en villa. Il peut se réveiller un peu le matin. Et une fois, il m'a fait « Romain, je te parie $50. Je fais 50 jongles d'affilée là, maintenant. » Je fais « Mais Dav, premier essai ?» Il fait « Ouais, premier essai. » Je me dis « Mais c'est une légende de football, c'est un technicien ultime, c'est quoi ?»« Vas-y Dav. » Là, il commence, il prend la balle, il fait 1 jongle, 2 jongles, 3 jongles, 7 jongles, 9 jongles. La balle, elle part. Il me donne 50 ou $100. Bah, merci Dav, merci. C'est sympa d'être avec lui au quotidien. Allez, salut! Il est où papa, chérie? Je sais pas. Passe sa vie à le chercher dans un supermarché, j'en peux plus. Ouais, je crois avec Adam. C'est un truc de fou. Il est pas là. Bon, on va prendre des œufs déjà en attendant. Qu'est-ce qu'il aime, papa? On va acheter des choses qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime le fromage qui pue. Ah ouais, le fromage qui pue, c'est vrai. On va chercher du fromage qui pue? Ouais. Un mec. Voilà. Oh alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches
cherchais ou je te cherchais? Bon, qu'est-ce qui nous manque? On a coca, bagel, pastrami, cornichon. Ouais, parce que ça, c'est ton repas, quoi. À l'américaine, du bagel, du pastrami toute la journée. J'apporte beaucoup d'importance au sommeil. J'essaye d'être bien reposé, mais sinon, sans doute, je sous-estime d'autres éléments qui consistent à bien manger. Je ne fais pas trop attention spécialement à la nutrition ou au sport que je peux faire. Pourtant, ça peut être des petits edges qu'on peut gagner, mais pour moi, aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'être bien reposé. Ça reste un jeu cérébral et quand on est fatigué, on réfléchit moins bien, moins vite et c'est impardonnable. C'est canon ici, hein. Ça fait du bien de se ressourcer un peu au Red Rock Canyon avant le main event. Ouais, on n'est qu'à 20 minutes, c'est ça qui est sick. Faudrait y aller plus souvent. Et du coup, toi, c'était quoi ta meilleure perf sur le main? Écoute, j'ai jamais eu vraiment mon one time. J'ai bust 3 fois fin de jour 4. Ah ouais, quand même. J'arrive pas à passer le jour 4. Ça fait combien ça? Il restait combien de jours? Il restait 220, j'ai fait 220, 230, 240, 3 fois. Ouais. Et voilà, ouais, cette année, je suis plus en mode de ne pas avoir peur de prendre des risques. Ouais, ah ouais au bon moment, savoir prendre des risques. J'ai toujours été, voilà, pas au début, bien sûr. Ouais, on est d'accord. Mais même si au début j'ai un read, j'ai envie de le suivre, j'ai envie d'aller à fond dans mes lectures et stratégiquement aussi ne pas avoir peur à des moments opportuns de prendre des risques. Et toi, du coup, sur tes gros deep runs au jour 4, qu'est-ce qui a fait la diff Bah, je pense que la première fois, c'est juste que j'avais très peu d'expérience en tournoi et du coup je jouais comme je jouais en cash game et j'étais ultra agressive, ce qui est pas du tout ma stratégie maintenant. Et les autres fois j'étais beaucoup plus low variance. Après j'hésitais pas à prendre un spot s'il y avait, un peu ce que tu dis en fait. J'hésitais pas à prendre le spot s'il se présentait, ouais. Mais par contre j'avais quand même tendance à limiter à fond la variance, quoi. Des spots un peu border, je les prenais pas, quoi. Ça, je crois que c'est un tournoi, il faut jouer avec la variance. Il y a des moments, il faut jouer low variance, puis d'autres moments, quand les gens ont peur, par exemple, à partir du jour 5, c'est pas mal d'en foutre partout à certains moments. Je joue plutôt tight en début de journée, j'attaque les fins de journée quand les gens sont fatigués. Oui, après le repas. C'est ça, les fins de niveau et les fins de journée aussi. On va peut-être s'arrêter là, on va aller se balader un petit peu, visiter le canyon. Il y a Caro qui arrive là, c'est ça? Ouais, exact. Ça va? Ouais. C'est magnifique. J'ai peur des serpents, mais le reste, ça va. Les serpents, ils ont plus peur que toi, hein. Ils viennent pas. Hein. Je crois que David dit il va s'arrêter là. Je suis pas bien, c'est ma phobie. Ici, là. Juste là. Ouais. Serpent sonnette. Je prends d'habitude les gens. Vite, je suis pas bien. Ma phobie, c'est les serpents. Ça va, Dave? Putain, j'ai les boules, mais je connais la technique, je faisais comme ça. C'est quoi ça? C'est comme quand tu joues au foot, ça? Non, il faut des bruits de pas. Quand ils entendent des bruits de pas, ils ont peur, les serpents. Là, on était sauvés, là. Oh, ça, c'est joué à rien. Franchement, t'as failli mourir. C'est bon, avant le main event, je m'entraîne à l'adrénaline. En fait, mon rêve ultime depuis le début, ça a toujours été le même et il n'a toujours pas été atteint. C'est simplement gagner le main event des World Series. C'est difficile de le fixer comme objectif, tellement de monde il y a. Donc c'est plus un rêve. Donc j'avais beaucoup d'objectifs et c'est vrai que les objectifs, la plupart, je les ai atteints dans le poker. Mais mon rêve en soi, je ne l'ai pas encore tout à fait atteint. Et il faut y croire, je pense que c'est faisable. Allez bro, let's go. Allez, comme on a dit. Good luck. J'ai commencé à jouer ce tournoi en 2006. Donc ça fait 17 ans que je le joue.
Et je pense que voilà, je vais le jouer encore au moins 17 ans, donc je pense qu'à un moment ou un autre, il y a moyen d'y arriver. Je pense que le jour où je vais deep run, j'ai jamais réussi à passer ce jour 4. Et je suis convaincu que si j'arrive à passer ce jour 4, il ne reste plus que 200 joueurs, je pourrais y arriver, je vais y arriver. Il faut croire en ses rêves. Tu sais que j'avais 15. Ça prend de l'info. Attends, c'était 6 et 9 6 et 4. 6 et 4. 4 de cœur. Et tu fais pas Trevor, c'est ça? Ouais. Et check raise quoi. Ouais. Je l'ai observé vraiment pour voir comment il réagit quand il est nuts, tellement que je suis sûr qu'il est nuts. Ouais, je me suis dit que tu étais dans ton classique prise d'info, dans ta classique prise d'information. Je dis souvent la phrase « donne ta vie sur chaque main ». Et ouais, ce que ça veut dire par là, c'est que tes décisions, tu dois le faire comme si c'était une question de vie ou de mort. C'est ça qui va faire que tu prends une bonne décision. Je me dis, c'était quelque chose que je me disais, on va dire, plus au début. Je me mettais mentalement dans un état où je me disais, si tu gagnes pas le tournoi, on te tue. Parce que depuis le début, ce que je suis convaincu, c'est que c'est l'envie le plus important. Et ça nous permet de jouer son high game, tout simplement, et le plus longtemps possible. Mais de manière générale, je pense qu'à mon âge aujourd'hui, le but, c'est vraiment de durer dans le long terme. Il y a un moment, tu peux être dépassé, et c'est ça le danger, en fait, avec le temps. Et c'est pour ça que moi, je vois comme une référence, comme un peu un modèle, c'est un joueur comme Erik Seidel, qui lui est resté tout le temps bon et qui est tout le temps compétitif encore aujourd'hui, alors que ça fait plus de 30 ans qu'il est sur les tables de poker. He's a terrific player, and he's always a gentleman at the table, so... Yeah, I was really surprised by that, and it made me feel good. That was nice. Pour moi, la plus grande force de Davidi, c'est à la fois son humilité et son empathie. Je pense qu'il arrive très très bien à se mettre à la place d'un tas de joueurs d'horizons complètement différentes. Et il va jamais se juger vraiment beaucoup plus fort, il va vraiment être sur une égalité. Et je pense que c'est cette empathie-là qui fait qu'il est où il est aujourd'hui. Davidi, moi c'est un joueur contre lequel j'ai eu le plus de difficultés à la table. Il a toujours pris la bonne décision contre moi. Donc ouais, un génie du jeu. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, avec qui j'ai beaucoup partagé durant toutes ces années. Même avant d'être chez Winamax, on avait quelques affinités déjà, quoi. Et depuis, bah ouais, ça s'est solidifié tout ça, quoi. Day 5 at the World Series of Poker main event, and it's time to play. Le main event depuis tout le temps, c'est pour ça que je joue au poker. Souvent on me dit, t'as déjà gagné beaucoup de titres, qu'est-ce qui te motive encore? Je dis, tant que j'ai pas gagné le main event, j'aurai une motivation. En tout cas, je suis confiant, c'est un tournoi que je me sens très à l'aise, c'est des bonnes structures, avec un mélange de joueurs amateurs et pros. Donc c'est vraiment tout ce qui me fait kiffer dans le poker, a lieu dans ce tournoi. C'est toujours très dur de buster du main event, on dit que c'est le pire jour de l'année. Et voilà, il y aura d'autres chances l'année prochaine peut-être, sûrement même. Et on y croit même si le chemin est très long.
Alors Davidi, ça sera qui dans 20 ans? Alors celle-là, pour le coup, j'avais pas réfléchi à ça. Davidi, dans 20 ans, ce sera exactement le même. Je pense qu'il n'aura pas changé d'un iota. Il aura peut-être un enfant en plus. Dans 20 ans, Dave, c'est Dave. Dave ne changera jamais. Il sera forcément toujours passionné de poker, mais Dave restera toujours le Dave qu'on connaît, modeste et cool. Que ça soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je pense que Dave sera toujours un énorme joueur de poker. Et ça sera pour moi et pour plein de gens le joueur de poker de référence. Ouais, Davidi, dans 20 ans, il sera un peu vieux, quoi, on va pas se mentir. Mais je ne crois pas que je serai en retraite. Du moins, si, sans doute je serai en retraite, mais je continuerai toujours à jouer des tournois, je continuerai toujours à jouer le main event des World Series. Je me ferai des kiffs, quoi. Je continuerai à jouer des tournois qui me font plaisir. Et voilà, j'espère avoir une grande famille dans 20 ans, peut-être aussi des petits-enfants, mais ça reste trop loin, trop dur à imaginer. Et j'ai des belles années qui m'attendent entre-temps. Ouais. Okay.